Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Études psychanalytiques. Collection dirigée par Alain Brun et Joël Bernat. La collection Études psychanalytiques veut proposer un pas de côté et non de plus, en invitant tous ceux que la praxis, théorie et pratique poussent à écrire ce, hors chapelle, hors école, dans la psychanalyse. Dernière parution. Touria Mignotte, La cruauté. Le corps du vide, 2013. Pierre Poisson. Traitement actuel de la souffrance psychique et atteinte à la dignité. Bien-être et déshumanisation, 2013. Gérard Gasquet, Lacan poète du réel, 2012. Audrey Lavestbonnard, L'acte créateur. Schoenberg et Picasso. Essai de psychanalyse appliquée, 2012. Gabriel Rubin, Ces fantasmes qui mènent le monde, 2012. Michel Constantopoulos, Qu'est-ce qu'être un père, 2012. Marie-Claude Thomas, L'autisme et les langues, 2011. Paul Marciano, L'accession de l'enfant à la connaissance. Compréhension et prise en charge des difficultés scolaires, 2010. Valérie Blanco, Dit de divan, 2010. Dominique Klopfert, Inceste maternel, incestuel meurtrier. Accord et sans cri, 2010. Roselyne Bonnellier, Sous le soleil de Hölderlin, Oedipe en question, 2010. Claudine Vacherel, Le groupe, l'affect et le temps, 2010. Marie-Laure Peretti, Le transsexualisme, une manière d'être au monde, 2009. Jean-Tristan Richard, Nouveau regard sur le handicap, 2009. Philippe Corval, Violence, psychopathie et socioculture, 2009. Stéphane Lelon, L'inceste en question. Secret et signalement, 2009. Paul Ducrot, Ontologie de la psychanalyse, 2008. Pierre Faution, Marie-Carmen Reras, Siggy Hirsch, La transparentalité. La psychothérapie à l'épreuve des nouvelles familles, 2008. Bruno de Florence, Musique, sémiotique et pulsion, 2008. Georges Abraham et Maud Struchen, Enquête de soi. Un voyage extraordinaire pour se connaître et se reconnaître, 2008. Jacques Ponnier, Nietzsche et la question du moi. Pour une nouvelle approche psychanalytique des instances idéales, 2008. Guy Roger, Itinéraire psychanalytique, 2008. Jean-Paul Matotte, La construction du sentiment d'exister, 2008. Guy Carle, Lettre à mon analyste sur la dépression et la fin d'analyse, 2007. Dédicace à Jassi Arditi. Introduction. À ce titre, l'élucubration freudienne du complexe d'Oedipe qui fait la femme poisson dans l'eau, de ce que la castration soit chez elle de départ, Freud dixit. Le ravage du lien maternel pour une fille a quelque affinité avec la question qui hante la psychanalyse depuis ses prémices et que Freud nous a laissé en héritage. Was will das Weib? Que veut la femme? Telle est mon hypothèse de départ. Au terme d'un long parcours, Freud finit par découvrir dans la perplexité ce tout premier lien passionnel et sans issue attachant une fille à sa mère. Ce lien jugé inanalysable, car soumis à un refoulement inexorable, il le situa aux confins inexplorés de la psychanalyse, aux abords du fameux dark continent de l'énigmatique féminité. À la fin de sa vie, Lacan faisait le même constat, considérant la relation qualifiée de ravageante entre une fille et sa mère comme l'un des mystères de la psychanalyse. Depuis son irruption dans L'Étourdi, en 1972, la métaphore lacanienne du ravage maternel a fait long feu dans le champ psychanalytique, suscitant nombre de publications sur la question, mais son tranchant semble aujourd'hui s'émousser dans des considérations psychologisantes qui tendent à réduire le dit ravage au seul registre imaginaire. Souvent, le stéréotype de l'horrible mère ravageante vient se substituer à une réflexion proprement psychanalytique sur le réel qu'il vient masquer. J'ai fait le pari d'interroger ce réel. L'engouement pour le sujet s'est révélé bien avant cette trouvaille de L'Étourdi, soit dès les années 1930, moment où la psychanalyse fut bouleversée par un décentrement majeur, inauguré par les Kleiniens, de la référence paternelle freudienne à la référence maternelle.
Surgit alors au cœur de la théorie comme au sein de la pratique la figure de la mère là où auparavant régnait le père. Chez les post-freudiens, la relation précoce à la mère devint désormais la cause déterminante du développement psychique et de la structuration identitaire du sujet. Ce retour à la mère peut s'éclairer partiellement par le contexte historique. La psychanalyse connut après Freud une expansion dans deux champs peu explorés jusqu'alors, la clinique des enfants et celle des psychoses. En témoignent les travaux de Mélanie Klein et d'Anna Freud, l'intérêt de Winnicott pour l'environnement du nourrisson et les effets d'un bon ou d'un mauvais maternage, ou encore l'accent mis par Françoise Dolto et Maud Manoni sur les ratages du désir maternel chez les enfants psychotiques. D'autre part, cette focalisation sur la figure maternelle pourrait bien s'être opérée en réaction contre un certain aveuglement de Freud qui ciblait systématiquement ses interprétations sur le père oedipien, d'où l'impasse qui en pouvait en résulter dans les cures. Mais cette maternalisation parfois outrancière de la psychanalyse dans certaines théories post-freudiennes eut pour effet d'oblitérer la fonction du père comme instance médiatrice, soit de méconnaître la structure symbolique et ternaire du désir en rabattant le lien mère-enfant sur une relation purement duelle. Le mythe freudien du père s'est trouvé supplanté par une sorte de mythe maternel, le père de la horde s'éclipsant derrière la figure de la mère, bonne ou mauvaise, possiblement ravageante. Il serait néanmoins réducteur d'identifier le ravage maternel aux effets dévastateurs sur la fille d'une mère pathogène. La métaphore lacanienne du ravage ne désigne aucunement un phénomène marginal ou un ratage symptomatique dû aux échecs, aux failures, dirait Winnicott, d'une mère déficiente, celle qui manquerait à sa fonction de good enough mother. Marie-Magdeleine Lessana, qui s'est beaucoup intéressée à la question, notait avec justesse que le ravage n'est pas à considérer comme un malheur, ni comme un symptôme résultant d'une mauvaise mère, mais comme une catastrophe qui existe au cœur même du rapport entre une mère et sa fille. Il s'agit bien en effet d'un fait de structure. Le ravage est inscrit dans le destin de toute femme, au moins en puissance, et il se joue fondamentalement dans le rapport à la mère. Mais comme il n'est pas un concept psychanalytique, qu'il n'est lesté par aucun fondement métapsychologique, il porte souvent le masque assez caricatural de ces rivalités haineuses, de ces conflits imaginaires qui opposent communément mère et fille. Si ces déchirements définissent aussi le ravage, ils n'en sont pourtant qu'une manifestation, certes parfois spectaculaire mais qui en soi, ne révèle rien de sa causalité psychique. Bien plutôt, celle-ci peut-elle s'en trouver occultée si l'on reste prisonnier de la fascination qu'exerce le dit ravage. D'ailleurs, bien que Marie-Magdeleine Lessana affirme le caractère structural du ravage, elle choisit pour sa démonstration des exemples extrêmes qui mettent en scène des mères particulièrement pathologiques au point que le ravage semble résulter directement de la folie maternelle et non d'un fait de structure. C'est là le paradoxe de son ouvrage entre mère et fille. Un ravage est l'écueil principal à éviter car en faisant du ravage maternel un phénomène contingent dû aux défaillances de la mère de la réalité ou à sa méchanceté intrinsèque, on risque d'éluder sa dimension fantasmatique et structurale. Par ailleurs, le fait de considérer les parents, la mère en l'occurrence, comme cause directe de la problématique psychique de la fille et de ses symptômes vient contredire l'expérience psychanalytique. Si la source du ravage est inhérente à la mère et extérieure au sujet, comment s'expliqueraient les effets subjectifs et thérapeutiques de la parole analysante qui se déploie sous transfert dans l'espace singulier de la cure ? Certes, l'empreinte de l'autre maternel primordial marque de façon indélébile la subjectivité de chacun, et différemment de chacune, mais si ravage il y a, ravage par la mère dans la relation à la mère, c'est moins la mère de la réalité qu'il faudra convoquer que les fonctions de la mère, réelles, imaginaires, symboliques, dans l'inconscient de la fille. L'essence du ravage, sa spécificité, n'est en effet pas tant dans le conflit ouvert ni même latent qui divise mère et fille ou les rivalités haineuses qui souvent les divisent, que dans la difficulté voire l'impossibilité pour une fille d'assumer une position subjective féminine, et ce en raison de la persistance fantasmatique de ce lien premier à la mère d'où il est attendu un plus de subsistance. Le ravage est imminent dès lors que la relation archaïque à la mère qui, nous dit Freud, subit un refoulement intense au temps oedipien sans pour autant succomber totalement, revient sur le devant de la scène et assujettit la fille à cette dépendance primitive qui exclut sa féminité. Le ravage maternel, aujourd'hui lieu commun de la psychanalyse, s'avère paradoxalement un lieu que l'on contourne. En effet, peu d'études sérieuses et approfondies ont été réalisées sur le sujet.
Pourquoi les psychanalystes éviteraient à ce point d'en parler, de l'aborder frontalement? Y aurait-il là quelques points de résistance? Lacan lui-même, qui a introduit le fait du ravage, ne l'a pourtant jamais développé comme concept. Il l'a seulement nommé, constaté, pointé à la fois comme une évidence clinique et un réel irréductible, un point de butée. Le ravage de la relation à la mère fait énigme. C'est l'un des mystères de la psychanalyse que le petit garçon soit immédiatement attiré par la mère, tandis que la petite fille est dans un état de reproche, de disharmonie avec elle. J'ai assez d'expérience analytique pour savoir combien la relation mère-fille peut être ravageante. Si Freud choisit d'accentuer cela, de bâtir toute une construction là autour, ce n'est pas pour rien. Il me semble que dans toute cure de femme doit s'effectuer d'une façon ou d'une autre, un moment ou à un autre, le repérage clinique du ravage, d'où l'exigence théorico-clinique d'en construire un concept pour ne pas en rester à la dimension purement imaginaire qu'incarnent les mauvaises mères ravageantes, et afin d'avoir quelques repères pour aborder la clinique. En mettant le ravage en question, je serai immanquablement reconduite à la mère de Freud et à celle de Lacan, plus précisément aux fonctions inconscientes de la mère telles qu'elles se déploient dans leur œuvre, mais aussi à ce qui parfois est resté en marge de leur théorie et sans doute de leur clinique. Pourquoi est-ce toujours la dimension paternelle et phallique qui prévaut dans les interprétations de Freud? Quand bien même il a pu reconnaître l'importance de la relation archaïque à la mère et l'existence chez les femmes d'une angoisse de nature spécifique, hétérogène à l'angoisse de castration. Pourquoi Lacan n'a-t-il jamais conceptualisé le ravage du lien maternel, à l'époque où il se porte en faux contre l'Oedipe freudien, et où il théorise le patou phallique et ses formules de la sexuation? De même que Freud qui, dans les cures de femmes, entrevoit le ravage mais en méconnaît l'importance, Lacan crée cette fameuse métaphore du fait du ravage qu'est chez la femme pour la plupart le rapport à sa mère, sans en tirer vraiment les conséquences ni jamais l'intégrer dans sa théorie ou ses commentaires cliniques. Le cas de Dora ainsi que celui de la jeune homosexuelle qui lui est souvent associée dans les lectures qu'il en a faites, sont exemplaires à ce titre. Dans ses différentes analyses de Dora, jamais Lacan ne soulignera l'importance de la relation mère-fille. Peut-être ce parti pris est-il l'effet de sa position extrêmement critique à l'égard des théories post-freudiennes, une réaction contre des interprétations si souvent rabattues sur le registre imaginaire, privilégiant avec excès la relation primaire mère-enfant? Patrick Guillaumard notait à ce propos que la psychanalyse freudo-lacanienne allait à l'encontre du maternel car Lacan, tout comme Freud, assigne à la psychanalyse la fonction, en référence à la castration, de dénaturer et donc de accent aigu maternaliser. Aujourd'hui encore, une quarantaine d'années après l'apparition du mot ravage dans L'étourdi, l'importance reconnue de ce champ spécifique de relation entre la fille et sa mère reste très suspecte, trop psychologisante pour certains milieux lacaniens. Pour ma part, je me référerai au corpus freudo-lacanien, sans reculer pour autant devant ce champ du maternel. J'ai choisi d'envisager la question du ravage comme effet de la structure du sujet féminin, en questionnant tout particulièrement l'articulation entre hystérie, féminité et lien maternel. Le ravage au féminin désigne selon moi le risque d'une dévastation subjective qui menace chacune, et qui peut mettre la féminité en échec. Or le lien à la mère n'est pas pour rien dans ce ratage. Le ravage n'a pas le statut d'objet de pensée pour la psychanalyse, il n'a aucune consistance métapsychologique. J'estime donc nécessaire de lui donner des fondements théoriques pour le sortir du domaine de l'imaginaire et de la psychologie maternalisante. Ainsi sera-t-il possible d'envisager comment le rendre opératoire au niveau clinique. Un débat sur la pratique de la cure et les enjeux de l'interprétation avec les patientes hystériques pourrait ici s'amorcer. Je commencerai donc par entreprendre un déchiffrement psychanalytique du ravage à partir des apports freudiens et lacaniens sur la question féminine. Si Freud ne parle pas explicitement de ravage, la lecture de ses articles sur la sexualité féminine m'a permis d'en repérer l'origine dans la préhistoire de la féminité, au cœur même de ce lien fusionnel entre une fille et sa mère où l'amour et la haine se côtoient dans toute leur violence pulsionnelle et dévastatrice, au plus profond de cette relation archaïque si déterminante pour le destin de la féminité mais d'emblée marquée du sceau de l'impossible et de l'amertume qui en est le fruit. Chez Lacan, le ravage du rapport à la mère n'est mentionné que 2 fois et il ne donne lieu à aucune élaboration conceptuelle.
D'où l'importance du contexte théorique où surgit la métaphore et dont l'analyse permettra de donner sens au dit ravage. Dans L'étourdi, Lacan noue explicitement l'épreuve du ravage maternel à la problématique de la féminité comme relevant du pas-tout. Le ravage y est envisagé comme l'effet de ce qu'une femme n'est pas toute inscrite dans la fonction phallique, qu'une part de son être reste indéterminée, insymbolisée et que pour son plus grand malheur, elle se tourne alors vers sa mère de qui elle semble attendre plus de subsistance que de son père. Le ravage serait-il l'effet de la persistance fantasmatique de ce lien maternel primordial et indestructible, que l'on peut voir subsister chez bien des femmes dans des demandes d'amour inassouvissables, des plaintes ou des reproches lancinants, ou encore dans l'attente expresse ou informulée d'un savoir maternel sur l'être féminin, l'attente d'une subsistance. Lacan fait usage du terme de ravage en 1972, au moment même où il finalise sa théorie de la sexuation qui indexe la position de la femme à la particularité de sa jouissance, dite pas toute phallique. Or cette jouissance-là renvoie spécifiquement à la question de la féminité en tant qu'elle échappe à toute symbolisation et par conséquent à tout savoir transmissible, de mère à fille. Qu'est-ce qu'une femme ? Voilà bien l'interrogation douloureuse en jeu dans la relation entre une fille et sa mère qui les ravage, là où le signifiant phallique échoue à fournir une réponse, là où une fille cherchera une subsistance auprès de sa mère, là où toutes deux sont confrontées à l'énigme du féminin et à cette jouissance autre qui les traverse. Je m'intéresserai en particulier à la spécificité hystérique de la relation ravageante à la mère. En quoi hystérie féminine et ravage maternel sont-ils étroitement solidaires ? L'hystérie est à mon sens la structure où se noue de la façon la plus étroite, la plus lisible et la plus ordinaire aussi, ravage maternel et ratage de la féminité. Cette approche me conduira à revisiter le cas Dora, en illustrant par la clinique les effets du ravage maternel dans l'hystérie, aux antipodes des exemples spectaculaires de Monsieur Lessana. L'image terrifiante d'une mère excessive, folle ou tyrannique laisse place à une singulière absence sur le plan de la réalité. La mère de Dora est particulièrement discrète, ce qui présente l'avantage de nous protéger de toute fascination, nous permettant ainsi de nous centrer sur le fantasme maternel et sur sa fonction dans le ravage. Je me pencherai enfin sur la question du repérage et de la possibilité d'un traitement du ravage dans les cures. C'est en effet une difficulté majeure dans l'analyse des femmes, déjà pointée par Freud à la fin de sa vie et toujours d'actualité. Comment l'analyste doit-il ajuster sa pratique et orienter la direction de la cure de ces femmes hystériques en proie au ravage maternel ? Comment se joue ou se rejoue le ravage dans la cure ? Comment vient-il habiter le transfert ? Jusqu'à quel point est-il interprétable ? Y a-t-il un au-delà possible du ravage maternel, grâce au travail analytique ? Est-ce que tout du ravage peut être analysé ? Si la face symptomatique du ravage se prête à l'interprétation, son noyau de réel y échappe cependant. En suivant les indications de Lacan, j'articule en effet le ravage du lien maternel au réel de la position féminine pas toute soumise à la loi phallique, donc pas toute soumise à l'inconscient dans sa dimension symbolique. Quelle prise pourrait donc avoir sur ce morceau de réel, la parole analysante et l'interprétation analytique considérée dans sa seule dimension de déchiffrage signifiant ? N'y a-t-il pas un antagonisme entre le ravage du lien maternel et le discours psychanalytique ? Ou encore, le dit ravage ne serait-il ce roc inanalysable qui viendrait se substituer au roc freudien de la castration dans les analyses de femmes, notamment des hystériques ? Plus positivement, peut-on au contraire envisager une traversée du ravage, un au-delà de la mère ? Le noyau du ravage de Freud à Lacan. La MUTTERBINDUNG, un lien exclusif et sans issue. Pour exprimer l'idée d'une relation intersubjective, Freud emploie principalement deux termes, Bindung, la liaison, le lien, et Beziehung, le rapport. En employant de façon privilégiée le mot de Mutterbindung, Freud envisage la relation à la mère essentiellement en termes de lien alors qu'il choisit de préférence le mot de Vaterbeziehung, pour parler de la relation au père conçue différemment en termes de rapport, ce qui implique une certaine distance, un écart que lexicalement et peut-être structurellement, la Mutterbindung, le lien à la mère, ne comporterait pas. Qu'il y ait un lien indissoluble à la mère, en particulier pour la petite fille,
C'est ce que Freud découvrira tardivement, non sans quelques difficultés tant théoriques que cliniques. Préhistoire du ravage. Jusque tardivement, c'est le petit garçon qui servit à Freud de repère pour étayer ses théories sur la sexualité infantile. Concernant la petite fille, il est resté longtemps allusif et imprécis avant de s'intéresser à la spécificité de son développement psychosexuel dans sa différence radicale d'avec celui du petit garçon. En 1925, dans un article où il expose les conséquences psychiques de la différence anatomique entre les sexes, il reconnaîtra l'insuffisance de son savoir concernant la sexualité de la petite fille, évaluée jusqu'alors à l'aune de celle du petit garçon. Nous avons toujours pris pour objet l'enfant de sexe masculin, le petit garçon. Nous pensions qu'il devait en aller de même pour les petites filles, quoique, d'une certaine manière différemment, écrit-il alors. C'est au modèle oedipien que Freud fait ici allusion, à l'amour du garçon et de la fillette pour le parent du sexe opposé, assorti de la haine pour le parent du même sexe. L'Oedipe s'est en effet révélé très tôt à Freud, lors de son auto-analyse avec Fliss, et il s'y réfère largement dès 1900 dans sa théorie sur le rêve. Pourtant, ce n'est que tardivement, dans les années 1920, qu'il le théorise enfin. Or, c'est justement et assez logiquement au moment où il le conceptualise qu'il semble en découvrir les limites, du moins pour la fillette. Dès lors, à défaut de pouvoir encore envisager un au-delà du phallicisme et d'un Oedipe désormais insuffisant à expliquer tout du féminin, Freud va en révéler son en-deçà, la préhistoire oedipienne, mentionnée pour la première fois en 1925 dans l'article cité ci-dessus. Cette date est décisive car elle marque un véritable tournant dans l'abord de la vie sexuelle de la femme. Notons que dès 1920, dans son texte sur la psychogenèse d'un cas d'homosexualité féminine, Freud avait eu l'intuition d'une préhistoire de la vie amoureuse de la femme. Il repérait, en deçà de la fixation oedipienne au père, une fixation antérieure à l'objet maternel. L'analyse de la jeune homosexuelle lui révéla en effet que la dame pour laquelle sa jeune patiente nourrissait un amour passionné n'était autre qu'un substitut de la mère, objet d'un attachement jadis tout aussi fort. Chez elle, la relation à la mère avait certainement été ambivalente depuis le début, et il lui fut facile de ranimer l'ancien amour pour la mère, d'apporter une surcompensation à l'hostilité qu'elle lui vouait actuellement. Comme il n'y avait pas grand-chose à faire avec la mère réelle, il résulta de la transposition de sentiments que nous avons décrite la recherche d'un substitut de la mère auquel on put s'accrocher avec une tendresse passionnée. Et plus loin, Freud note que la libido homosexuelle de la jeune fille était sans doute la continuation directe, non modifiée, d'une fixation infantile à la mère. Cette étude clinique et l'intérêt naissant de Freud pour la relation de la fille à sa mère avaient été précédés en 1915 par l'analyse d'un cas de paranoïa féminine, où il attribuait à la puissance du complexe maternel de sa patiente l'origine de son délire de persécution. Néanmoins, c'est véritablement à partir de 1925, quand il émet pour la première fois l'hypothèse d'une préhistoire de la relation oedipienne chez la petite fille, que Freud recentre toute son approche de la sexualité féminine sur la relation à la mère, la Mutterbindung, un attachement d'une importance et d'une durée jusqu'alors insoupçonnée. Amorcé en 1925, ce changement de perspective va se radicaliser dans les deux grands textes de 1931 et 1932 consacrés à l'étude de la sexualité de la femme. Freud y affirme désormais qu'il est impossible de comprendre la femme si l'on néglige cette phase de fixation préédipienne à la mère. L'universalité de la thèse qui faisait de l'Oedipe le noyau des névroses se trouve ébranlée. Pour la fille, l'origine de ses troubles névrotiques, et plus spécialement de son hystérie, remonterait au temps plus ancien de la Mutterbindung, cette phase cruciale qui permet toutes les fixations et tous les refoulements. Quant à l'Oedipe féminin, l'amour pour le père doublé de la rivalité maternelle, il se voit relégué au rang de formation secondaire. Freud va même jusqu'à dire qu'à l'exception du changement d'objet d'amour, le passage de la mère au père, cette seconde phase oedipienne du développement sexuel de la petite fille n'apporte pour ainsi dire aucun trait nouveau à sa vie amoureuse, marquée durablement et essentiellement par l'empreinte maternelle. La quintessence de la vie amoureuse et sexuelle de la femme serait-elle donc à chercher au cœur de la relation primaire à la mère ? En quoi cette Mutterbindung intense et passionnée
serait-elle si influente et si ravageante potentiellement pour la sexualité de la femme? Freud décrit cette relation en insistant beaucoup sur son exclusivité, son ambivalence, son caractère particulièrement riche et varié, ses liens puissants et nombreux. Au cours de cette période, l'activité sexuelle si étonnante de la fille en relation avec sa mère se manifeste en effet par l'intensité des pulsions libidinales et agressives et par la variété de leurs buts sexuels actifs et passifs qui persistent pendant les 3 phases de la sexualité infantile et prennent les caractères de chacune d'elles en s'exprimant par des désirs oraux, sadiques anaux et phalliques. Notons que les thèses de Freud sur la sexualité de la petite fille n'auraient sans doute jamais pu voir le jour sans la contribution de ses élèves qui lui fournirent le matériel clinique où il a largement puisé pour élaborer ses nouvelles théories. Les principaux textes datant de cette période sont rassemblés dans un recueil publié en français sous le titre Féminité mascarade, produit du débat psychanalytique des années 1920 sur la sexualité féminine dont Freud a fait une sorte de synthèse dans ses propres articles sur la féminité. Très tôt, certains de ses disciples ont repéré l'importance des relations primaires de la petite fille à sa mère. En 1917, soit 2 ans avant le cas de la jeune homosexuelle et la découverte par Freud d'un attachement précoce à la mère, Johann H.W. Van Ophuijsen relate un cas en mettant tout particulièrement l'accent sur ce lien d'amour primordial. Il interprète par exemple le rêve enfantin de coït parental rapporté par sa patiente comme la réalisation du désir d'avoir un coït avec la mère. Désir qui proviendrait d'une période antérieure à la période oedipienne, marquée par une grande intimité avec la mère. D'autres encore, comme Ruth McBrunswick, une des plus proches élèves de Freud, Jeanne Lampel de Groot, Hélène Deutsch, Otto Fenichel ou Josine Müller, pour n'en citer que quelques-uns, nourrirent amplement le débat sur la sexualité féminine en apportant à Freud des observations cliniques d'une très grande richesse. Freud cita quelques-unes de ses contributions, mais en omit bien d'autres, comme l'article de Johanne Rivière devenu célèbre, qui a d'ailleurs donné son nom au recueil. À partir de ses observations cliniques et de ses propres cas, Freud va ainsi forger ses théories sur la sexualité féminine en insistant fortement sur l'intensité pulsionnelle de ce lien exclusif tissé d'amour et de haine, une relation passionnelle et sans issue entre la fille et sa mère qui constitue selon nous le noyau du ravage. Les descriptions de Freud dépeignent en effet une Mutterbindung traversée par des forces pulsionnelles démesurées quant à leurs exigences. L'amour infantile est sans mesure. Il réclame l'exclusivité et ne se contente pas de fragments, et déchiré par des tensions contradictoires. L'amour puissant ne manque jamais de s'accompagner d'une forte tendance agressive. Soulignons que l'acception première du mot « ravage » renvoie à une catastrophe naturelle, d'abord maritime ou fluviale, les flots impétueux, ce que les eaux entraînent avec elles, ce qui n'est pas sans évoquer la violence originaire des pulsions sous leur forme brute, archaïque, et cet excès de jouissance potentiellement dévastateur qui caractérise le lien primitif entre mère et fille. Le noyau du ravage se formerait dans ce lien maternel originaire, où l'amour excessif n'a d'égal que la haine qui lui est liée. Et la haine, ce puissant facteur de trouble, est là d'emblée des 2 côtés. Elle s'exprime d'une part chez la fillette par des désirs oraux agressifs et des désirs sadiques anaux qui, soumis au refoulement et au mécanisme de la projection, s'exprimeront comme angoisse d'être tué par la mère, angoisse d'être assassiné, dévoré par la mère, angoisse surprenante mais que l'on retrouve régulièrement, et qui manifeste que la dépendance primordiale à la mère contient en elle le germe de la paranoïa ultérieure de la femme. Cette angoisse d'être tué, assassiné, dévoré ou englouti par la mère s'exprime en effet de façon récurrente dans les cures de femmes. Or cette angoisse n'est pas seulement l'effet du refoulement de l'agressivité à l'égard de la mère ou de sa projection, elle provient aussi d'une autre source, sans doute plus difficile à reconnaître, la haine maternelle pour la fille. Cette angoisse vis-à-vis de la mère repose sur une hostilité de la part de la mère, hostilité devinée par l'enfant. La haine primitive de la fille à l'encontre de sa mère se fait ainsi l'écho des sentiments haineux de la mère elle-même à l'égard de son enfant, une idée qui n'est pas nouvelle car dès la Traumdeutung, cette pulsion destructrice avait déjà été reconnue, notamment à travers l'analyse de certains rêves de mort. Mais alors, la jalousie et la rivalité oedipienne suffisaient à en rendre compte. Or, en 1931, va s'opérer un changement de perspective puisque Freud affirme désormais que la haine des femmes vis-à-vis de leur mère
n'est pas une conséquence de la rivalité du complexe d'Œdipe, qu'elle provient au contraire de la phase précédente et n'a été que renforcée et exploitée dans la situation œdipienne. La haine œdipienne connaît sa préhistoire. Comme l'amour qui lui est lié, elle est ancrée dans le lien primordial à la mère. Une lecture un peu rapide de Freud et de ses disciples attribue l'émergence de cette haine aux effets de la découverte de la castration maternelle et de la déception qui en résulte. C'est alors, il est vrai, que s'exprime ouvertement l'hostilité de la fillette pour sa mère. Néanmoins, la découverte traumatique de la castration n'est pas à l'origine de cette haine, elle vient réveiller une motion pulsionnelle déjà existante, inhérente au lien préédipien mère-fille. Aussi, loin d'être idyllique, cette Mutterbindung originaire colorée d'une hostilité réciproque et d'un amour démesuré donne plutôt l'apparence d'une véritable lutte pulsionnelle entre mère et fille, où l'on ne sait qui des deux va dévorer l'autre, de son amour, de sa haine. Les buts sexuels de la fille vis-à-vis de la mère sont de nature active et passive, dans une sorte de réversibilité et de transitivisme de la jouissance où les places de sujet et d'objet s'intervertissent fantasmatiquement au sein d'une relation duelle qu'aucun tiers ne vient médiatiser. Dans l'évolution sexuelle de la fillette, la dialectique entre activité et passivité, teintée de l'incontournable ambivalence entre tendresse et agressivité, se joue en effet dans cette oscillation entre être l'objet de la mère et prendre la mère pour objet. Dans son article sur la phase préédipienne du développement de la libido, Ruth McBrunswick analyse longuement cette dialectique sujet-objet à la lumière des fantasmes passifs et actifs de la fillette forgés au cours des différentes phases de son évolution psychosexuelle. Il ne faut jamais perdre de vue le fait que chaque fantasme passif a sa contrepartie active, et que ce jeu de rôle interchangeable constitue l'une des principales caractéristiques de l'enfance. Le renversement de la passivité en activité est pour l'enfant au service de la maîtrise du monde extérieur. Répéter activement ce qu'il a vécu passivement lui permet en effet d'annuler l'expérience subie. Les toutes premières expériences sexuelles de la fillette sont évidemment de nature passive. Allaitée, lavée, habillée, elle est d'emblée éveillée à la sexualité par les soins d'une mère authentiquement séductrice dont elle n'est encore qu'un objet passif entre ses mains. Authentiquement, puisqu'il s'agit bien de la réalité matérielle, de la séduction par la mère. En effet, en dépit de l'abandon de la neurotica, l'abus sexuel commis par le père, le réel de la séduction persiste dans la théorie freudienne quand il s'agit de la mère. Durant la phase préédipienne, le fantasme de séduction par la mère touche le sol de la réalité, Wirklichkeit, dit-il, dans la mesure où ce fut vraiment Wirklich, la mère qui provoqua, éveilla même peut-être les premières sensations génitales voluptueuses. Soins et caresses maternelles découperont ainsi le corps de l'enfant en zones pulsionnelles, qui conserveront à jamais la trace de cette jouissance primitive et de cet autre inoubliable qui en fut l'initiateur. Ces premières expériences de jouissance marquent ainsi le corps de l'enfant du sceau de la mère, transformant son corps organique en corps de jouissance, les pulsions d'autoconservation en pulsions sexuelles. C'est dans ce lien premier à la mère que surgit la vie pulsionnelle de l'enfant dans un corps à corps passionnel, condensateur de jouissance. Selon nous, ce lien maternel originaire est au niveau préédipien, une forme de lien incestueux dominé par la jouissance orale où va s'originer pour la fille son fantasme fondamental, potentiellement ravageant. Être tout entier la proie de la jouissance de l'autre conduit en effet à l'anéantissement subjectif. La rébellion du petit enfant contre cette passivité annihilante est donc une nécessité vitale qui lui permettra de sortir du ravissement par la mère et d'exister comme sujet. Ainsi, une partie seulement de la libido va demeurer fixée à ses premières expériences de satisfaction passive, alors qu'une autre partie cherche à transformer ces expériences en activité. Telle est par exemple la signification du jeu de la poupée qui traduit selon Freud une révolte contre la passivité et la dépendance, la volonté de s'extraire de la position d'objet de l'autre en inversant les rôles pour faire de la mère à son tour un objet, la petite fille jouant alors le rôle actif de cette dernière. Tous les jeux de la fillette pourraient d'ailleurs se ramener à cette matrice, l'oscillation autour du pôle de la jouissance au sein de la relation à la mère. Il s'agit en effet pour la fille de répéter activement dans le jeu les premières expériences passives afin de les maîtriser, soit de faire vraiment de la mère un objet vis-à-vis duquel on se comporte comme un sujet actif.
L'identification à la mère phallique permet ainsi à la fillette de déployer son activité pulsionnelle et de se soustraire en partie à la dépendance maternelle. Le fait que les filles, contrairement aux garçons, préfèrent jouer avec leurs poupées est habituellement pris comme le signe d'une féminité éveillée de bonheur. Mais en fait, précise Freud, c'est plutôt le côté actif de la féminité qui s'extériorise ici, au sein d'une relation exclusive avec la mère où le père n'a pas encore de place. Car si cette révolte contre la passivité est traversée par un désir de séparation et une tentative de subjectivation, la fille reste malgré tout encore captive de la relation fusionnelle à la mère qui demeure son objet de prédilection, le jeu de la poupée témoignant selon Freud d'une négligence complète de l'objet père. Ce jeu véhicule d'ailleurs d'autres significations. À ce stade, le désir sexuel pour la mère le plus nettement perceptible sous son versant actif et passif est, nous dit Freud, le désir de faire un enfant à sa mère et d'en avoir un d'elle. Ce désir s'exprime avec force au moment de la phase phallique, quand l'activité sexuelle de la fillette, particulièrement intense, culmine dans la masturbation clitoridienne peu à peu associée dans le fantasme à des représentations de la mère. C'est spontanément la plupart du temps que la petite fille découvre sa propre activité phallique, la masturbation au niveau du clitoris, qui est tout d'abord sans fantasme. Le fantasme si fréquent qui fait de la mère, de la nourrice ou de la bonne d'enfant la séductrice, rend compte de l'influence jouée par les soins corporels sur cet éveil. Au stade phallique, le désir passif de l'enfant d'être masturbé par la mère se mue en un désir plus actif de toucher les organes génitaux de la mère. Il semble que tous ces actes masturbatoires intéressent l'équivalent du pénis, le clitoris, et que le vagin essentiellement féminin ne soit pas encore découvert. Au cours de la phase phallique, la position de la petite fille vis-à-vis de sa mère comporterait une grande part de masculinité. Les prémices du développement sexuel féminin sont ainsi marquées dans la théorie freudienne, par cette phase de virilité première qui coïncide exactement avec la relation primordiale à la mère. Autrement dit, le devenir femme trouverait paradoxalement son point d'origine dans le phallicisme premier du lien maternel. Pour Freud, la petite fille est un petit homme. Pour Lacan aussi, la fille comme le garçon désire d'abord la mère, elle se présente originairement par rapport à la mère en position masculine. Lacan affirme d'ailleurs qu'il n'y a qu'une seule façon de désirer, quel que soit le sexe, celle qui émerge de la relation à la mère. Il n'est alors absolument pas question de féminité, ni même d'une ébauche de féminité à ce stade précoce du développement psychosexuel de la fille. C'est seulement dans un second temps, au cours de la phase oedipienne paternelle, qu'elle commencera à s'esquisser. La vie sexuelle de la femme se divise régulièrement en deux phases dont la première a un caractère masculin. Seule la seconde est spécifiquement féminine. Ainsi, le lien précoce à la mère et la naissance de la féminité sont-ils totalement antinomiques pour Freud. L'avènement de la féminité n'est que le résultat d'un long développement, d'une lente maturation psychosexuelle. Il appartient à la psychanalyse non pas de décrire ce qu'est la femme, tâche irréalisable, mais de rechercher comment l'enfant à tendance bisexuelle devient une femme. Ce devenir femme prendra véritablement son essor à partir de l'envie de pénis, pénisneid, effet de la découverte de la castration. En soutenant le phallicisme premier de la fillette, à l'image du petit garçon, et la place cruciale du pénisneid dans l'évolution de la féminité, Freud se fait le défenseur d'une thèse plutôt audacieuse, quelque peu déroutante même, qui sera d'ailleurs fortement controversée par l'école anglaise. Ernest Jones principalement va s'insurger contre cette conception du primat du phallus chez la fille pour soutenir au contraire que le rapport originel de la fille à sa mère témoigne bien d'une position féminine primitive, et que la petite fille, loin de se comporter à l'égard de sa mère de façon virile, a dès l'origine une appréhension de son organe féminin, le vagin, auquel elle se trouve libidinalement intéressée. Il existerait donc d'emblée, selon Jones, un désir essentiellement féminin, signe d'une féminité première directement héritée de la mère. Le phallus n'entrerait en jeu que secondairement, comme formation défensive face aux angoisses originelles liées à la perception par la fillette de son vagin, angoisse d'être effractée, de se faire ravir et détruire l'intérieur de son corps. Jones considère donc que l'intensité de la tendance masculine de la fillette ne se déploie qu'ultérieurement,
à partir d'une envie de pénis secondaire qui servirait de défense contre l'émotion féminine, en particulier dans le lien au père. À quoi Freud répond ? Et si la défense contre la féminité réussit à être si énergique, d'où peut-elle tirer sa force sinon de la tendance masculine qui a trouvé sa première expression chez l'enfant dans l'envie de pénis, et qui mérite donc d'être nommée après cette envie ? Nous n'entrerons pas ici dans le débat très polémique que les thèses freudiennes ont suscité chez ses contemporains et ses successeurs, et qui divise toujours les divers courants psychanalytiques. Aujourd'hui, pour rendre compte de la sexuation féminine, certains mouvements de psychanalyse, notamment ceux de l'IPA, mettent l'accent sur la notion d'une homosexualité féminine primaire, soit d'une féminité première ancrée dans le lien narcissique à la mère. Il s'agit contre Freud et le primat du phallus, de défendre la thèse que la féminité de la fille trouverait son origine dans la relation d'amour narcissique à la mère primordiale. Ici, nous retiendrons comme décisif pour notre compréhension du ravage entre mère et fille cette idée fondamentale, épinglée par Lacan, que dans l'articulation freudienne, non seulement la reconnaissance de la position féminine n'est au principe supportée par rien mais qu'elle est supposée manquer dès le départ. Ce défaut essentiel est corrélatif d'une première impasse au cœur du ravage. Dès l'origine, aucune dialectique ne semble possible entre féminité et lien maternel et dès lors la recherche entêtée du côté de la mère, d'une subsistance féminine, ne peut pour la fille qu'être ravageante car vouée à un échec certain. En raison de l'impasse du lien maternel, la fillette déçue, insatisfaite, se tournera en second lieu vers le père. Ce détour prendra pour elle le sens d'une quête existentielle puisque l'enjeu ici n'est rien moins que la reconnaissance de son identité sexuelle, et l'avènement de sa position subjective comme femme. Quelle autre motivation, en effet, aurait poussé la fille à se détacher de sa mère ? N'est-ce pas en raison de l'aporie du lien maternel, de l'absence de but à son amour et d'issue à sa sexualité, mais aussi pour échapper à la destructivité de cette relation passionnelle que la fillette est amenée un jour à se détourner de son premier amour ? Nous arrivons ici au point culminant de l'époque préédipienne, à l'événement catalyseur du ravage qui se situe au moment crucial de la phase phallique, lors de la découverte de la castration. Va s'opérer alors un véritable renversement, l'amour fou se muant en une haine tout aussi folle. Une amorce de séparation est alors rendue possible. Pour justifier ce détachement, Freud énumère une série de reproches nourris à l'encontre de la mère. Les patientes ne manquent jamais de nous donner une longue liste d'accusations et de récriminations contre leur mère. La mère ne leur a pas donné assez de lait, elle ne les a pas suffisamment aimés, elle les a trahis au profit d'un puiné, elle leur a interdit toute activité sexuelle après l'avoir elle-même provoquée, et surtout elle ne leur a pas donné le pénis. Parmi ces différents motifs d'abandon de la mère, Freud accorde le privilège à la découverte par la fillette de la castration, la sienne propre, à l'origine du pénisneid et du passage au père, mais d'abord et surtout celle de la mère, puisque l'amour de l'enfant s'adressait à une mère phallique et non à une mère castrée. Au moment de la découverte de la castration de la mère, il devient dès lors possible de s'en détourner et de laisser les sentiments hostiles, depuis longtemps accumulés, prendre le dessus. En résumé, le manque de phallus de la femme, la mère, dévalorise celle-ci aux yeux de la fillette. Or, si dans la conférence sur la féminité, en 1932, la découverte de la castration apparaît comme décisive dans le choix de la fillette de se détourner de sa mère, il n'en était pas de même dans le texte de 1931. Là, Freud ne mentionnait la castration que comme un facteur parmi d'autres figurant dans la liste des rationalisations postérieures destinées à justifier la haine pour la mère. Dans ce texte, Freud nous avouait non sans perplexité qu'en fait, tout simplement, l'attachement à la mère doit sombrer parce qu'il est le premier et si intense, d'où les déceptions inévitables et l'amoncellement des motifs d'agression qui s'ensuivent inéluctablement. Les différents facteurs justifiant l'abandon de l'objet maternel se ramèneraient alors à cette cause unique, noyau du ravage. La Mutterbindung est sans issue. Cet amour sans mesure qui réclame l'exclusivité est un amour proprement sans but, Zielios, incapable d'une pleine satisfaction, qui ne peut qu'être déçu et basculer dans la haine. Car alors, il ne s'agit pas tant d'un abandon pur et simple du lien maternel que d'une véritable transformation qui s'effectue sous le signe de l'hostilité, l'attachement à la mère se transformant en haine.
Et Freud d'ajouter que cette haine parfois très forte peut subsister toute la vie. Ainsi, il n'y a pas de véritable séparation mais une survivance de ce lien archaïque à la mère sur le versant de l'hostilité. Or, cette haine n'est pas nouvelle mais provient de la relation préédipienne et n'a été que renforcée et exploitée dans la situation suivante. Le destin pulsionnel du lien amoureux préédipien, son basculement dans la haine, serait donc la conséquence inévitable de l'impasse de la relation maternelle. En écho aux hélios freudiens, Lacan répondra que le désir pour la mère ne saurait être satisfait. On comprend mieux alors pourquoi Freud, dans sa conférence sur la féminité, accordait la primeur à la castration dans la série des motifs d'abandon de la mère. Le reproche à la mère d'être à l'origine du manque phallique vient subsumer tous les autres chefs d'accusation, les différents manquements de la mère, tout ce qui du lien fusionnel est total et forclos. Cette aporie inhérente à la Mutterbindung signe donc non seulement la découverte que la mère est castrée mais encore qu'elle est interdite. Si l'amour pour la mère est sans but, s'il ne peut être satisfait, c'est parce que jouir de la mère est impossible. L'entrée dans l'Oedipe et la barrière de l'inceste vont transformer cet impossible en interdit. Et c'est précisément la reconnaissance de cet impossible qui va cristalliser la haine pour la mère et amorcer un changement salutaire. Après l'épisode maternel, le détour vers le père va marquer un tournant décisif dans le développement sexuel de la fillette puisqu'il inaugure la phase proprement féminine de sa sexualité. Cette étape comporte cependant deux difficultés libidinales pour la fillette. Un changement d'objet d'amour, de la mère au père, et un changement de zone érogène, du clitoris au vagin. En outre, cette transition ne se fait pas sans dégâts pour la vie sexuelle de la fillette. Fortement atteinte par la frustration parce que totalement irréalisable, l'émotion sexuelle active dirigée vers la mère préédipienne vont devoir être puissamment inhibées au moment du passage à l'objet père. Avec le refoulement drastique de la masculinité, une bonne partie de ces tendances sexuelles en général est endommagée de façon permanente. Et Freud de décrire les effets du renoncement à la mère comme une véritable catastrophe, sur le plan libidinal. Il constate, pessimiste, que l'impasse de cet amour premier et son intense refoulement détériorent durablement la sexualité de la fille, future femme. Nous retrouvons ce même constat chez Hermann Braunschweig. Le clitoris est l'organe exécuteur de la sexualité infantile chez la fille. Nous savons aussi que le premier objet de cette sexualité est la mère. Une des plus grandes différences entre les sexes est le considérable degré de refoulement de la sexualité infantile chez la fille. Le refoulement de la petite fille aboutit fréquemment à une restriction sévère portant sur sa sexualité tout entière, avec une blessure psychique permanente. Une catastrophe, un endommagement. Ainsi Freud décrit-il les conséquences de cet arrachement, de ce détournement forcé d'une libido si fortement attachée à la mère. Ces mots ne sont pas sans évoquer le ravage dont nous cherchons l'origine. Le complexe maternel de la fille. Lacan, plus que Freud, a largement développé le thème du désir de la mère, à différencier du désir pour la mère. Car si Freud identifie la mère à l'objet d'amour et de désir pour l'enfant, il la fait bien souvent disparaître comme sujet. C'est le cas notamment dans chacune de ses 5 psychanalyses. Et quand il lui confère une subjectivité, à travers les sentiments d'amour ou de haine qu'il lui impute, les tendances agressives sont tout spécialement réservées à l'enfant de sexe féminin. De nombreuses allusions à l'animosité maternelle pour la fille émaillent en effet les récits de cas. Les mères hostiles de Dora et de la jeune homosexuelle en sont des figures exemplaires. En revanche, quand il s'agit du petit garçon, l'amour maternel est prodigué de manière inconditionnelle et se voit gratifié de la plus grande félicité. Seuls les rapports de mère à fils sont capables de donner à la mère une plénitude de satisfaction, car de toutes les relations humaines, ce sont les plus parfaites et les plus dénuées d'ambivalence. Mais de façon générale, c'est comme objet d'amour et de désir visé par l'enfant que la mère freudienne entre en scène. À l'inverse, une véritable mutation s'opère avec Lacan qui mettra plutôt l'accent sur le désir de la mère comme sujet désirant et jouissant. Le rôle de la mère, c'est le désir de la mère. C'est capital. Le désir de la mère n'est pas quelque chose qu'on peut supporter comme ça, que cela vous soit indifférent. Ça entraîne toujours des dégâts. Un grand crocodile dans la bouche duquel vous êtes, c'est ça la mère.
On ne sait pas ce qui peut lui prendre tout à coup, de refermer son clapet. C'est ça, le désir de la mère. Chez Lacan, le désir de la mère, génitif subjectif, se décline au moins de deux manières. Sur son versant symbolique, le désir de la mère, DM, est corrélé au nom du père, NP, et renvoie à la mère présente absente, la mère du Forda qui va et vient, la mère qui vient à manquer. Il s'agit de la mère symbolique intervenant comme fonction dans la formule de la métaphore paternelle. Son désir surgit d'abord pour l'enfant sous la forme d'une énigme, X, que vient résoudre le signifiant du nom du père en lui donnant sa signification phallique. L'émergence du désir de la mère est donc en corrélation avec la découverte par l'enfant de la castration maternelle. Ce que désire la mère, c'est le phallus dont elle manque. Le désir de la mère participe ainsi à la structuration subjective de l'enfant en l'introduisant au manque, et en lui permettant l'accès à la fonction phallique. Ce manque est nécessaire, structurant. L'enfant va peu à peu assimiler qu'il n'est pas tout pour la mère, qu'il ne peut la combler, qu'elle désire au-delà de lui. Mais le désir de la mère peut surgir également sur son versant réel et ravageant. Dans les leçons sur Das Ding, du séminaire L'éthique de la psychanalyse, Lacan revient sur la partie symbolisable de la fonction maternelle, soit cette part du désir de la mère qui va prendre une signification pour le sujet. Mais il ajoute qu'il y a une part qui ne peut pas en prendre. Un reste irréductible, énigmatique, un bout de réel qui échappe à la symbolisation. La mère n'est plus là définie par sa perte, son absence, son manque producteur de désir et de sens. Elle apparaît au contraire dans son insupportable présence comme autre tout-puissant jouisseur, obscène. Cette mère inassouvie, insatisfaite, c'est quelqu'un de réel, elle est là et comme tous les êtres inassouvis elle cherche ce qu'elle va dévorer, Karen Skem dévorait. Ce que l'enfant lui-même a trouvé autrefois pour écraser son inassouvissement symbolique, il le retrouve possiblement devant lui comme une gueule ouverte. Les images ne manquent pas pour figurer ce monstre dévorateur, l'image du crocodile, celle de la menthe religieuse, ou encore, le trou béant de la tête de Méduse. À travers ces métaphores, Lacan esquisse une figure de la mère comme autre jouisseur. L'autre préhistorique, hors la loi du nom du père incarnant au contraire la loi du caprice et de l'arbitraire. Une loi incontrôlable et dévastatrice qui réduit l'enfant au statut d'objet de sa jouissance. Ce désir maternel qui prend l'enfant comme objet réel, le met à une place tout autre que celle du phallus symbolique qu'il incarne aussi pour elle. Cette jouissance de la mère, hors symbolique, Lacan la désignera même comme une instance spécifique, le jouir de la mère. Ce versant-là du désir de la mère, réel, inassouvissable dans son fondement, serait la version lacanienne, côté mère, de la démesure ravageante de la passion préédipienne décrite par Freud. Mais en se référant à Das Ding, la chose, l'intention de Lacan n'est pas d'identifier la mère de la réalité à un monstre dévorateur. Il nous indique plutôt comment, dans la psychanalyse post-freudienne et notamment chez Mélanie Klein, la mère est venue effectivement occuper cette place d'autre jouisseur, à cause de ce réel-là qu'elle incarne aussi. Tout ce qui se développe au niveau de l'interpsychologie enfant-mère et qu'on exprime mal dans les catégories dites de la frustration, de la gratification et de la dépendance, n'est qu'un immense développement du caractère essentiel de la chose maternelle, de la mère en tant qu'elle occupe la place de cette chose, de Das Ding. Contrairement au post-freudien, Lacan n'assimile pas la mère de la réalité à cet autre jouisseur mais il soutient qu'elle peut venir imaginariser cette place-là, parce qu'il y a justement en elle, en tant que première autre, quelque chose qui échappe au sens, qui ne peut se dire et qui par conséquent est vécu de façon vertigineuse et angoissante par l'enfant. Das Ding désigne en effet chez Lacan l'autre préhistorique, l'autre hostile, étranger, au cœur même du sujet, soit cette part indicible qui échappe à la chaîne signifiante. Autrement dit, il n'est absolument pas question ici d'un mauvais objet à rejeter au sens kleinien ou de quelque mère monstrueuse mais d'un fait de structure. L'enfant est immanquablement sous la dépendance absolue du premier grand autre et de sa jouissance. Qu'il y ait un autre qui veut jouir de lui, et que cet autre soit de façon privilégiée incarné par la mère, c'est bien en effet le fantasme du névrosé. Ce petit détour par Das Ding nous permet de ne pas perdre de vue un point central, la dimension essentiellement fantasmatique de la mère ravageante. La figure mythique de la mère monstrueuse qui viendrait répondre de manière symétrique à celle du père tout-puissant de la horde primitive, ne serait en somme qu'une interprétation fantasmatique, en termes de volonté de jouissance,
de la part énigmatique et insymbolisable de l'autre primordial. Nous analyserons plus tard comment se compose cette figure de la mère dans l'hystérie, et quelle est sa fonction inconsciente dans le fait du ravage puisqu'en effet, en vertu de la relation particulièrement étroite entre la phase préédipienne du lien à la mère et l'étiologie de l'hystérie, la chose maternelle occupe une place de choix dans l'économie psychique de la femme hystérique. Bien avant la découverte du maternel préédipien, de son influence décisive et potentiellement ravageante sur la féminité, Freud avait déjà mis l'accent sur la représentation fantasmatique de la mère et son rôle dans l'étiologie des névroses chez les femmes. Dans un court article sur la paranoïa féminine, en 1915, il insistait sur l'influence morbide de l'imago maternel, à bien distinguer de la mère de la réalité, et sur ses effets délétères dans les maladies névrotiques, notamment dans l'hystérie. Il avait repéré en particulier l'existence d'un complexe maternel excessivement fort, chez les filles, notamment chez celles qui ne peuvent s'autoriser la jouissance sexuelle. Quant à la paranoïa féminine, Freud en faisait une défense contre l'amour de l'homme au nom de l'attachement à la mère. L'amour pour la mère devient le porte-parole de toutes les tendances qui, jouant le rôle de la conscience, veulent retenir la jeune fille, dès les premiers pas sur la voie nouvelle et à plus d'un titre dangereuse qui la conduirait à la satisfaction sexuelle normale, et réussit effectivement à troubler la relation à l'homme. Ce lien puissant et indéfectible à la mère qui s'oppose au désir de l'homme, au désir pour l'homme, Freud le nomme complexe maternel. Toutefois, il en fait ici une formation nettement pathologique alors que, dans ses textes ultérieurs, il en révélera la fonction structurale. Le complexe maternel, noyau du ravage, n'est pas l'apanage de la psychose paranoïaque mais s'avère un fait de structure au cœur de la relation mère-fille. Possessive, dévorante, effacée ou indifférente, la mère agit et ravage au cœur de l'inconscient. Freud notait bien d'ailleurs que les manifestations de la réaction névrotique ne sont pas déterminées par la relation présente à la mère actuelle, mais par les relations infantiles à l'image maternelle originaire. C'est donc moins la mère de la réalité que l'image inconsciente de la mère préédipienne, l'impact fantasmatique de la Mutterbindung qui génère la névrose. Certes, il n'est pas insignifiant que la mère de la réalité soit telle ou telle, et surtout qu'elle ait tel ou tel fantasme, mais ce n'est pas tant la mère en tant que personne qui ravage que la mère inconsciente qui envahit psychiquement la fille. Sinon, on ne pourrait comprendre que la cure analytique puisse avoir quelque effet. Bien entendu, les fantasmes qu'une mère suscite ne sont pas sans révéler quelque chose de sa propre subjectivité, de ses angoisses, de son manque. Toutefois, la mère à laquelle le psychanalyste s'intéresse est celle qui surgit au fil du discours de sa patiente, une mère parlée, fantasmée. Dans le fait du ravage, il importe ainsi de ne pas confondre ce qui relève de la dimension fantasmatique de la figure maternelle, de son imaginarisation comme autre de la jouissance, en bref de sa puissance inconsciente au cœur du psychisme de la fille et de l'autre côté, ce qu'on pourrait attribuer au comportement de la mère et à sa propre position subjective dont nous ne savons rien sinon ce qu'en dit l'analysante sur le divan. Chez toute femme alors, le danger ne vient pas tant de la mère de la réalité sauf bien sûr dans des cas de maltraitance avérée, que de l'image inconsciente de la mère. Structurellement, au cœur du fantasme de chacune, le crocodile maternel menace toujours de refermer son clapet. La faille dans l'Oedipe ou l'impossible séparation. La demande d'amour exclusif de la période préédipienne se solde par une fin de non-recevoir. C'est pourquoi la forte fixation à sa mère doit finalement disparaître chez la fillette, et se retourner en haine. Après l'échec de ses premières amours, la petite fille trouvera-t-elle une compensation dans la relation paternelle ? Sa sexualité fortement endommagée par le lien maternel sera-t-elle dédommagée dans le lien oedipien au père ? Toujours est-il que le passage à l'objet paternel est un moment crucial, puisque c'est seulement à cette étape que la question de la féminité va véritablement pouvoir se poser. Après la découverte de la castration et l'envie de pénis qui en résulte, la fille abandonne une mère si mal dotée qu'il a si mal pourvue et se tourne vers le père, de qui elle espère recevoir l'objet phallique convoité. Selon Freud, et contre les tenants d'une féminité originaire, le pénisneid et le détour vers le père sont le ressort de l'évolution de la fillette vers la féminité. Elle prend le père comme objet d'amour. La mère devient objet de sa jalousie. La petite fille tourne en femme.
Mais dans ses textes tardifs sur la sexualité féminine, et presque en opposition à ses premières théories, Freud décrit le détour oedipien non comme une vocation mais presque comme un choix forcé auquel la fillette serait contrainte pour se soustraire à la jouissance du lien à la mère. L'émergence de la haine qui inaugure le détachement de l'objet maternel aurait ainsi une fonction défensive, vitale même, l'hostilité qui culmine au moment de la découverte de la castration s'érigeant comme un barrage contre l'envahissement d'un amour étouffant et sans issue. Un barrage contre la mère. À ce titre, la relation au père offre à la fillette un refuge pour sortir de l'impasse préédipienne et tenter d'échapper à la jouissance ravageante du lien maternel. Elle se réfugie dans... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.